Tu vois, comme ça, tout ça. Salut, c'est Dincy. Le changement. Johnny Hallyday, c'était mort. Ah, du bon, t'as j'y bon. Alors quand je dis que je suis heureux, ça veut dire. Vous croyez que je suis arrivé là par hasard? Non, mais forcément. J'ai toujours fait des imitations mais alors de gens pas connus lorsque j'étais enfant. J'avais 5-6 ans, mes parents étaient commerçants et j'imitais les commerçants de la rue. Je faisais une reprise de La pêche au moule de Jacques Martin avec les voix du buraliste, du boulanger. Et voilà, et mes parents étaient opticiens, enfin mon père opticien, ma mère était au petit soin pour lui. Et après, en regardant à la télévision Thierry Leluron et Patrick Sébastien, je me suis dit mais en fait peut-être qu'en élargissant mon répertoire à des gens plus connus, je pourrais éventuellement faire de ma passion un métier. Eh bien, j'en profite pour dire bonsoir à mes deux jumelles. Ouais. Eh bien, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle et bonsoir messieurs. Ici Léon Vicomte en direct de l'hippodrome de Longchamp. Mes chers camarades, je m'adresse à vous ce soir en tant que secrétaire général d'un grand parti. Voici des années et des années que vous êtes des milliards, des milliards, des milliards et des milliards à voter comme un X. Donc j'ai commencé à reprendre les sketchs de Leluron, de Sébastien et après j'ai écrit alors mes propres textes parce que je me suis retrouvé à l'âge de 12 ans dans un concours, un championnat de France d'imitateurs et je n'avais que des reprises de sketchs et l'organisateur m'a dit non, pour passer il faut vraiment des sketchs originaux. Changé, maintenant je suis alien. Ça change. Quand je m'habitue au période, c'est vrai. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc, un souffle barbare, un remords tranquille. Pépita, tu as le regard d'un homme. Pépita, Tu veux faire du charme oui, à toutes les femmes. Ah bah moi aussi hein. J'avais d'abord fait les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, j'arrivais jusqu'en finale. Il n'y avait que des adultes, j'étais le seul enfant. Il m'a dit ce soir, il y a la télé, il y a France 3 à l'époque, régionale, et il faut vraiment un sketch à toi. Il m'a dit ça l'après-midi pour le soir même. Quand on a 12 ans, on n'est pas sûr de soi. Et... Donc je me suis retrouvé sur le parking de l'endroit avec ma mère à gratter des sketchs à la va-vite. Et j'avais tout écrit sur des feuilles avec les mains qui tremblaient pendant la soirée. Et... Gérald, petit, c'était un enfant très actif, très créatif aussi. Il créait ses spectacles déjà dans sa chambre. Son premier public, c'était sa sœur. Bah moi, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu comme ça, en train de faire des imitations, de me faire des spectacles. J'allais dans sa chambre. Il me faisait attendre en fait derrière la chambre et puis il me disait bah rentre. Et à chaque fois que je rentrais, il avait des masques ou il me faisait des petits spectacles. Donc j'ai l'impression depuis que je suis née en fait. Alors, mesdames et messieurs, figurez-vous que mon appartement est sans dessus-dessous. Les gens du dessus, vous habitez au-dessous, et les gens du dessous, vous habitez au-dessus. Moi, je suis au-dessus de ça. Mais bien sûr, quand on sort de l'ENA, comme moi, un nouveau septennat, je suis faire un nouveau septennat, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
Bonsoir les petits Français, bonsoir les petites Françaises. Mais vous savez, je suis venu ici ce soir pour vous raconter le dernier congrès européen qui s'est déroulé à Bruxelles. Hein? Comme j'étais le seul enfant, ils m'ont donné un prix spécial, le prix du plus jeune imitateur de France à l'âge de 12 ans. Mais j'étais assez motivé parce que je me suis dit, bah voilà, j'avais réussi à faire mon propre sketch à moi. Et je me suis dit, bon, il faut absolument que j'essaye d'aller un peu plus loin. Donc j'ai fait des spectacles dans les milieux associatifs, caritatifs dans ma région. Je me suis mis aussi à la danse et au théâtre. J'ai pris des cours de claquettes. Et j'ai animé tous les galas de danse possibles et inimaginables de la région, les fêtes à la saucisse, les fêtes au cognac, puisque c'était en Charente, à Cognac, dans ma région, les fêtes pour les clubs de 3e âge. J'animais une chronique une fois par semaine sur une radio pour les vieux qui s'appelait Radio Douce France. Je leur faisais découvrir ce qu'écoutait la jeune génération. Et mes parents montaient à Paris pour le salon de l'optique tous les ans. Et ils fréquentaient un cabaret qui s'appelle toujours Chez ma cousine, à Montmartre. Et donc on y allait en tant que spectateur. Et à l'âge de 14 ans, 15 ans, il y a un soir où il y avait un artiste qui était absent, Stéphane Galli, un magicien, qui était en retard. Et mon père a été voir le patron, Roger Languégeur, et lui a dit, bah, écoutez, si vous avez une panne d'artiste, il y a mon fils qui fait des sketchs. Et Roger m'a regardé, a fait, non, ça va aller, il va arriver. Bon, et puis les gens attendaient, et puis Stéphane qui n'est toujours pas là. Au bout d'un moment, Roger vient me voir et il dit à mon père, qu'est-ce qu'il fait exactement votre fils? Au cours de la conversation, on m'a dit, bah oui, mon fils, il est imitateur, il fait beaucoup d'imitations dans notre région, c'est un jeune talent, etc. Ça serait bien qu'il passe sur scène chez ma cousine, etc. Et ben j'ai dit, écoute, on va faire un petit essai. Hein. Alors, c'est vrai que j'étais prudent, je faisais passer après le spectacle à la fin. Et puis, ben, on a découvert un vrai imitateur, un vrai jeune imitateur avec beaucoup de talent, avec vraiment une grande envie. Une envie et sur scène très à l'aise, je dirais conquérant. Il aimait déjà la scène et puis il aimait se faire valoir avec le public, ça c'était très bien. Et ses imitations étaient parfaites déjà à l'époque. Elle avait disparu, le pavé, tu m'as vu, et j'ai trouvé, je me demande si mon cœur m'écoutera, s'il me fait l'amour pendant que moi je m'endors. Je suis monté sur la scène, j'ai fait des sketchs et les gens se sont marrés. Et donc Roger était content, il m'a dit écoute, il y a dans 2 jours Tony Stéphanidis, le compositeur de Serge Lama, qui va faire sa première ici. Donc ça me ferait très plaisir que tu viennes imiter Serge Lama, parce que je venais d'imiter Serge Lama. Et donc j'ai dit bah pas de problème, donc on est resté 2 jours de plus à Paris. On s'est retrouvés sur cette fameuse soirée, Serge Lama est venu avec Jean-Luc Lahaye à l'époque. Et je me suis retrouvé ajouté au programme, accompagné par le compositeur original de Serge Lama, en train d'imiter Serge Lama devant Serge Lama, et Tony Stéphanidis à la guitare. Serge Lama est monté sur scène, on a chanté tous les deux, et ça m'a d'autant plus motivé, et j'ai dit voilà, je dis à mes parents, je veux vraiment faire ça, quoi. Je veux monter sur Paris, et voilà. Et par hasard que j'ai croisé ton regard. She's all alive, but she's the same. You've got to play.
elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans sur son grand ordinateur. D'une page on fait un drame, d'une page on a Et puis est venu le jour où mes parents ont divorcé, où donc ça a été un peu plus compliqué. J'avais un petit souci à garder mon vrai nom. Bon, de par le fait que j'étais un peu fâché avec mon papa, ça s'est arrangé depuis, mais j'avais du mal à assumer. Déjà, je m'appelais par mon père Gérald Berthelot, et j'avais une tante qui était fan de moi, du côté de ma mère. Tata Émilie, elle était une fan inconditionnelle de Gérald. Et elle sentait son évolution, puisque tous les ans, elle venait en vacances chez nous. Et elle lui a dit, il avait quoi, 12 ans, elle lui a dit, si tu veux aller sur Paris, si un jour tu viens sur Paris pour mener cette carrière d'imitateur, eh bien tu viendras chez moi. Elle était fan de Brassens, et moi aussi, et donc on partageait beaucoup de choses ensemble. Et l'année où j'ai vraiment décidé de monter à Paris, elle est décédée. Et c'était la première personne que je perdais dans mon entourage. Et en mémoire pour elle, j'ai pris son nom. Je me suis appelé Gérald Darmon. Et je me suis retrouvé sans argent. Donc j'ai arrêté l'école. Et le seul moyen pour moi pour rester sur Paris, c'était vraiment de trouver du travail. Et donc j'avais 17 ans et demi. J'avais rencontré à Cognac, après son spectacle, Smaïn. Et je lui avais demandé des conseils, il m'avait dit écoute, si un jour tu vas à Paris, appelle ce numéro-là, c'est le caveau de la Bolée, c'est un cabaret, si un jour tu cherches du travail. Alors c'est vrai que quand je passais chez ma cousine, c'était après les cours, donc c'était pas vraiment de manière professionnelle. Et mes parents m'avaient émancipé pour que je sois majeur, pour que je puisse signer des contrats seul. Et je me suis souvenu du numéro de téléphone que m'avait donné Smaïn. J'avais 6 francs 80 en poche. Et les portables n'existaient pas encore. Je suis allé dans une cabine téléphonique, j'ai mis des sous en espérant que ça allait répondre, que j'allais pas tomber sur le répondeur. Je suis tombé sur la patronne du cabaret qui s'appelle Renée, une Marseillaise. Et je lui ai dit, voilà, je suis un ami de Smaïn et je cherche du travail. Et il m'a dit que si je vous appelais, je pourrais avoir une audition. Il m'a dit, bah, écoutez, venez cet après-midi, je vais vous auditionner. Donc, je suis arrivé là-bas, en jean, avec une seule bande musicale, c'était un playback de Daniel Guichard, c'était sur la chanson Mon Vieux. Maintenant que j'ai ma gueule toute fripée, je dors avec une bouillotte l'été, c'est pas vraiment que je suis frileux. Je suis vieux, moi je chante pour les sonnetettes, je fais des concerts pour 10 personnes. Sur mes autographes, il y a écrit Papy. C'était le seul truc que j'avais, plus 3 sketchs, vraiment pas grand-chose. Elle m'a auditionné, elle m'a dit que je faisais un quart d'heure. Elle m'a dit, vous savez, pour passer ici, il faut faire une demi-heure. Je dis, non, mais j'ai l'habitude du public, je sais improviser, tout ça. Elle m'a dit, bon, bah, je vous essaierai lundi en public. On fera un test. Et je dis, après, si vous me prenez, combien je suis payé? Elle dit, bah, si je vous prends, vous serez payé 300 francs par soir. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'avancer 10 soirs? Elle m'a dit, toi, t'as faim. On est remonté. Elle a sorti une caisse en métal. Elle a ouvert, elle avait 2000 francs en liquide. Elle m'a tout donné. Et elle m'a dit, tu commences ce soir et tu pourras manger tous les soirs ici. Et c'est comme ça que j'ai démarré vraiment de manière professionnelle sur Paris. J'en serai éternellement reconnaissant, évidemment. C'est vrai que je pourrais avoir un manteau moins grand, plus dérisoire. Et puis je suis persuadé, vous m'entendez, je suis persuadé qu'on peut à la fois aimer les belles femmes et le temps. Puis quand on dit que la beauté n'est pas donnée à tout le monde, c'est vrai. Le bassin parisien, on aura des brouillards givrés, des brouillards qui sont un peu... Hein, voilà, et ça gèle, ça gèle partout. Dans le Poitou-Pyrénées, le Guidaloir, le Jardin de Bassin, la culotte des hommes, bonjour les baloches, et elles vont chuter, les températures. Too big to noir.
Après, Serge Yadot, un chansonnier, m'a dit voilà, il y a un autre cabaret, La Main au Panier, qui a un imitateur qui est là depuis des années, qui s'appelait Georges II. Il cherche un remplaçant. J'y suis allé, c'était Pascal Olivier à l'époque qui tenait La Main au Panier. Je faisais un sketch sur Nicolas Hulot où je montais sur les tables, ce qui n'était pas très conventionnel pour l'endroit, mais bon, il m'a pris. Donc j'avais pas de voiture, je faisais le caveau la Bolée à Saint-Michel et La Main au Panier, boulevard Saint-Germain, à pied en courant, tous les soirs. J'arrivais au moment où il me présentait, et c'est là où j'ai rencontré celui qui deviendra ensuite mon pianiste, Julien Bourrel, qui m'accompagne encore aujourd'hui sur scène. Et j'ai vraiment appris mon métier à La Main au Panier parce que c'était vraiment tous les soirs, ça tournait tous les soirs. Ensuite, je me suis acheté ma première voiture et là je faisais plusieurs cabarets. Alors c'était parti, je faisais le caveau la Bolée, La Main au Panier. Ensuite j'allais dans un autre endroit qui s'appelait le Pénitencier, j'en faisais 4. Ensuite j'allais au César Palace et je terminais au pied de la butte. Et ensuite je suis allé auditionner chez Philippe Bouvard à Bobino. Voilà. Et c'est là où on s'est croisés. Hein. La première fois que j'ai travaillé vraiment avec Gérald, c'était à Bobino, où je présentais les Bouvards du Rire avec Philippe Bouvard. Et ce jeune garçon, il avait 18 ans, il était enthousiaste et tout. Et j'avais retrouvé d'ailleurs dans son enthousiasme ce que j'avais, moi, quand je suis arrivé à Paris, c'est-à-dire l'impression de pouvoir déplacer les montagnes. Et je pense que c'est pour ça que ça a bien collé entre nous, parce que j'avais une énorme affection pour ce garçon. J'étais quand même admiratif de son talent aussi, hein. Et puis de sa gentillesse, de sa simplicité, parce qu'il aurait pu se la péter tout de suite, puisque tout le monde était à genoux devant un gamin qui avait pratiquement tout. C'est un peu comme quand est arrivé le Luron, il avait tout dans les mains. Et donc ça c'est fabuleux, et des imitateurs comme ça, on en a 3 par génération de spectacles. Bienvenue pour Qui veut gagner des millions. Avec ce soir, l'appel à un ami, nous essayons de joindre Jean-François Derek. Malheureusement, vous ne captez pas manifestement. Mon rêve de gamin, devenir quelqu'un, en changeant les voies du destin. Mon rêve de gamin, garder au chemin une âme d'enfant pour refrain. Tu sais que tu as très mal chanté, Michel. Tu n'as que 4 ans, mais tu as très mal chanté. Tu es venu, bien sûr, avec ton papa Denis. C'était un concours, les gens votaient avec des petits bulletins. Et il avait déjà ses 10, mais ça lui a beaucoup plu. Il m'a rajouté au programme. Et j'ai gagné le concours. Et suite au concours, il a pris mon spectacle en deuxième partie d'un spectacle qu'il avait monté à Bobino pendant l'été. Le slogan c'était 18 ans, 18 imitations. C'était génial parce que les gens du métier disaient à 40 ans tu vas être super. Hein. Parce que mes Bouvards c'était non, c'est vraiment un très très bon slogan. Hein. Vous savez, c'est impressionnant de faire 18 imitations. Bon, si vous le dites, j'en faisais plus, mais bon, pour lui c'était ça. Et après il a produit mon spectacle au théâtre de 10h. Et c'est là où il a invité tous les gens du métier à venir me voir, dont Laurent Ruquier, qui m'a pris dans Rien à cirer sur France Inter, où j'ai fait 7 ans d'émissions quotidiennes avec toute la bande de Ruquier de l'époque. C'était une très très grande expérience parce que l'émission en plus était itinérante. Donc on a fait les 4 coins de France. Alors moi qui avais à peine 19 ans, c'était quand même assez formidable. C'était une autre école là, de radio qui était vraiment impressionnante. D'autant qu'après j'ai été pris sur France 3 pour faire les voix des Minicums avec Sandrine Alexis. Alors oui, les Minicums, ça a duré peut-être 8 ans. Et voilà, j'ai rejoint Gérald qui, lui y était déjà depuis quelque temps. Et je l'ai rejoint, et voilà, et lui il faisait Coco, Jojo. Tous les garçons, c'était pour lui. Et moi, je faisais toutes les filles. Il y avait Vanessa, il y avait Zaza qui parlait avec son petit feu sur la langue. Il y avait Diva, qui elle était un peu une sorte de Brigitte Bardot. Il y avait Vanessa, bien sûr, qui était une petite Vanessa Paradis. Puisqu'en fait, le concept des Minicums, c'était les marionnettes de stars enfants.
On revisitait des scénarios, on revisitait Titanic, on revisitait La Belle au bois dormant, ou enfin n'importe quel chef-d'œuvre du dessin animé ou du cinéma, on les revisitait avec une sauce un peu déglinguée, enfant. On adorait ça, hein. On redevenait des enfants. De toute façon, c'est un métier où on ne peut pas grandir. Moi, j'arrive pas à grandir. Et c'est de super souvenirs, les minicums. Je suis contente en tout cas quand on vient me dire ah, je regardais quand j'étais petit, parce que faire rêver les enfants, c'est magique. J'avais un programme un peu chargé parce que le matin, j'enregistrais les minicums. Entre midi et 2, j'allais faire France Inter. Je revenais pour les minicums l'après-midi et je faisais les 8 cabarets le soir. Donc ça faisait des journées bien chargées pendant presque 10 ans. Je sais pas comment je faisais d'ailleurs, c'est au niveau santé, mais ça m'a permis, à l'âge de 23 ans, de monter ma première boîte de production de spectacles, pour produire moi-même mes spectacles, et de rappeler ma maman, qui était restée un peu en carafe en Charente, sans boulot, et ma sœur aussi, qui était chorégraphe. Et elles sont montées toutes les deux, et j'ai monté la structure avec elles. Et l'aventure a continué comme ça, et j'ai monté une troupe d'imitateurs. Moi et les chiffres, ça fait 2, et vraiment, bon, ma mère est comptable, donc ce qui plaît pas beaucoup à beaucoup de gens du métier, parce qu'il y a beaucoup de requins, et elle est souvent là pour vérifier les vrais chiffres, alors ça agace un peu. Et le vent du nord les emporte, et dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Comment un président de la République en fonction, un mec quand même qui a fait des études, voyez, peut rester 2 minutes à se recueillir devant une bouche d'égout où il y a marqué « eau non potable » sans se poser la question une seconde de qu'est-ce que Marie Curie fout là-dessous. C'est une chanson qui s'adresse à la reine des matelots. Oh Marine, si tu savais tout le bien que Sarko t'a fait. Oh Marine, tu en rêvais, ça y est, ta droite va s'imposer. Les sondages depuis dimanche disent que Hollande n'est plus étanche. Je suis avec lui sur Paris depuis 16 ans. Sinon, lorsqu'il est monté à Paris, il avait 16 ans. On s'appelait, il me demandait ce que je pensais de ses voix, toujours. Parce que j'ai un avis, contrairement à ce que l'on pourrait croire, j'ai un avis très objectif. Et lorsque on était très loin, comme ça, à 500 km l'un de l'autre, il m'appelait, quand il avait de nouvelles voix, il m'appelait, il me disait « qu'est-ce que tu en penses ?» Et si c'était bien, je disais « ok ». Si c'était moins bien, je me disais aussi « il fallait qu'il travaille ». Donc il a toujours eu confiance en moi. Je me souviens que ma mère m'avait dit « moi je te soutiendrai toujours, mais à une condition, c'est que tu réussisses ». Donc ça a été aussi une autre forme de pression. Et je me souviens avoir fait à mes parents un espèce de futur planning en disant « voilà, j'avais pris la bio de Leluron, j'avais pris la bio de Sébastien, j'avais fait un mélange des deux ». Et je m'étais fixé des objectifs que j'ai mis noir sur blanc. J'avais dit, voilà, à 16 ans, je pars à Paris, à 17 ans, je fais des cabarets, à 18 ans, je fais Bobino. J'avais écrit ça, hein. J'ai dit, à 20 ans, je serai à l'Olympia. Enfin, j'avais tout écrit. Et donc, ma mère me disait, bah écoute, si tu n'atteins pas des objectifs, on ne te soutient plus. Donc, ça mettait une sacrée pression. Et effectivement, à 16 ans, j'ai quitté Paris. Effectivement, à 17 ans, je faisais du cabaret. Effectivement, à 18 ans, je me suis retrouvé à Bobino, chez Bouvard. Effectivement, avec Ruquier, rien à cirer, on s'est retrouvé à l'Olympia, j'avais 20 ans. Et je faisais pas encore le Don Camillo parce que j'avais auditionné plusieurs fois Don Camillo. Et il y avait un directeur artistique, Roland Berger, qui à chaque fois m'auditionnait et qui me disait c'est pas encore assez bien, qui avait travaillé avec Thierry Leluron, Dalida, enfin plein de gens. Et en plus, Thierry Leluron étant mon idole, pour moi le Don Camillo c'était vraiment le passage obligé et j'avais jamais réussi à le faire pendant des années. C'est vrai que Thierry Leluron et Patrick Sébastien
avait donné à l'imitation ses lettres de noblesse. Il était difficile, quand on tenait un dîner-spectacle, un cabaret, de concevoir une soirée composée de 4 ou 5 artistes sans qu'il y ait un imitateur. Et c'était important d'avoir un imitateur qui n'allait pas dans les autres cabarets. Et quand j'ai acheté La Main au panier, eh bien, je me suis attaché les services de Gérald. Et j'étais très content de l'avoir rencontré à Bobino. Et je lui ai demandé donc de venir faire l'imitateur à La Main au panier, ce qu'il a fait pendant 3-4 ans, c'était entre 98 et 2001-2002. Ça a été un moment formidable. Vous savez, quand on a un imitateur comme ça sur notre scène, rien ne peut nous arriver, le public était au rendez-vous, c'était absolument fabuleux. Salut, c'est Timsit. Ah non, mais moi j'adore les comiques. Hein. Et moi, mes comiques préférés, c'est les footballeurs et les hommes politiques. Est-ce que vous y croyez, vous, sincèrement, au retour de Sarkozy? Non, de toute façon, à part lui et sa femme, plus personne n'y croit. Hein. Son épouse Carla Bruni, hein, que les Italiens avaient surnommée Carbonara, hein, la grande nouille avec le petit lardon, quoi. Hein. Bonsoir. En tant que premier sinistre, de ce gouvernement de combat, je pense que nul n'a le droit de salir la République. Et j'aimerais ce soir faire un seul constat. Je dirais que François Hollande nous avait dit que pour sauver la France, il avait une boîte à outils. Je vous le confirme, maintenant, il a trouvé le manuel. Ah ben c'est vrai que cette année, grâce à moi, vous l'avez vu, il y avait un esprit d'équipe. Mais disons que bon, un esprit pour 23 joueurs, c'était pas suffisant. Je suis plutôt poli dans la vie et assez respectueux, alors que sur scène, je balance, je fais des canulars, ça c'est un petit peu ma récréation, c'est un peu la face cachée, mais j'en ai toujours fait, mais c'est vrai que j'ai pas du tout cette personnalité-là dans la vie en fait. Je faisais des canulars quand j'étais môme. D'ailleurs, le premier canular qui m'a causé des problèmes, c'était à l'école où la première fois il y a eu une cabine téléphonique dans la cour. J'avais un copain, moi, qui piégeait tout le temps sa grand-mère. Il la piégeait tous les jours et ça marchait jamais, évidemment. Donc, moi j'étais à côté, je disais mais c'était ridicule ça. Jamais elle croira à tes conneries. Il m'a dit bah si t'es si fort, vas-y essaie de la piéger toi. Alors déjà, je m'intéressais un peu à l'actualité, et à l'époque, c'était dans les années 80, il y avait les frères Abdallah, des terroristes, qui sévissaient. Donc j'ai pris mon meilleur accent arabe et j'ai fait une alerte à la bombe. Ce que j'ignorais, c'est que cette dame habitait en dessous le siège social du RPR local. Ce qui fait qu'au moment de sortir du collège, c'est mon père qui est venu me chercher, alors que d'habitude je rentrais en bus. Donc je trouvais ça bizarre, et il me dit je viens te chercher parce que je voudrais te parler. Il y a eu un problème aujourd'hui dans Cognac. Les CRS sont venus d'Angoulême, ils ont évacué la moitié de la ville. J'ai dit ah bon? Et oui, il y a eu une alerte à la bombe au RPR. J'ai dit ah bon? Et il me dit tu serais pas dans le coup par hasard parce que l'appel viendrait du collège. J'ai dit ah non, vraiment j'y suis pour rien. Et puis alors évidemment, toute la soirée mes parents m'ont cuisiné pour savoir si j'y étais pour quelque chose. Tous les copains ont été entendus par la police. Personne ne m'a balancé. Et le soir, les yeux un peu remplis de larmes, j'ai avoué à ma mère que c'était moi. Mon père, pour me faire la leçon, m'a emmené au commissariat. Il m'a dit tu vas avouer. Le commissaire s'appelait Monsieur Nicolas, ça s'invente pas. Et il m'a dit écoute, ça va bien qu'on connaît tes parents, parce que sinon ce serait la maison de correction. Donc je lui ai juré que jamais, au grand jamais, je ne referai jamais de canular téléphonique. Le 1er avril dernier, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Olivier Falorni pour lui faire un canular. Je l'ai appelé avec la voix de Manuel Valls pour lui faire croire que j'allais le prendre au gouvernement en tant que secrétaire d'État à la famille, mais dirigé par son ministre de tutelle, Ségolène Royal. Normalement, il ne devrait pas accepter. Imaginez, mettez-vous dans le contexte. Vous êtes député, vous rêvez de rentrer au gouvernement, tout d'un coup, Matignon vous appelle. Bonjour, vous êtes en relation avec le standard de Matignon. Merci de bien vouloir patienter quelques instants.
Allô? Oui, Oui, bonjour, c'est Manuel Valls. bonjour Manuel. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Ça y est, tu as pris tes fonctions. Ça y est. Dis-moi, j'aimerais pouvoir compter sur toi. Mais tu peux, Ok. il n'y a pas de souci, comme ça a toujours été le cas. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, au gouvernement? Tu me prends au dépourvu, hein. Eh oui, tu sais que Ségolène va être là. Je peux te poser une question? Oui. Tu me parles de Ségolène. Elle sera dans quelle À l'éducation éducation au Oui. sens large du terme? nationale. Éducation nationale. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok, bon, mais j'oublie tout ce qui pourrait tourner autour de ça. Non, peut-être pas, justement. Non, mais ça sera ingérable. Enfin, Non, attends, je t'explique. Moi, la concertation que j'ai eue avec François, c'est de donner l'image de la réconciliation, tu vois. Oui. Voilà, Arnaud Montebourg et moi, Ségolène et toi, une unité, un gouvernement resserré, de combat, mais une unité, tu vois. Et je pense que si Ségolène est ton ministre de tutelle et que tu es secrétaire d'État, par exemple, à la famille, moi, je pense qu'en termes d'image, ce serait très bon. après, il faut que... Ouais. Bon... Allez. Heureusement que c'est toi, hein. Voilà. Heureusement que c'est toi, Premier ministre, parce que tu la connais. Bah oui. Elle est quand même ingérable. Bah oui, complètement. Donc là, j'ai commencé à faire plein de canulars d'hommes politiques. J'en ai fait 150 en tout. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant de piéger des gens qui avaient le pouvoir et surtout le pouvoir de répondre, de se défendre. Des gens qui se croyaient un petit peu intouchables. Le plus grand canular, ça reste l'équipe de France, voilà, où je me suis fait passer pour Jacques Chirac. C'est une idée à moi et à Lapin, parce que j'avais un co-scénariste avec moi qui s'appelle Franck Simière, qui est surnommé Lapin, qui maintenant travaille avec Jamel sur le Jamel Comedy Club, qui travaille sur Cabot aussi. On s'est retrouvés comme des gamins, hein. C'est-à-dire on se marrait d'ailleurs comme des gamins. C'était deux potes qui faisaient des conneries au téléphone, hein. Ça allait pas plus loin que ça. En réalité, la façon dont on l'abordait, c'était ça. Après, ça, il y a des canulars qui ont pris des proportions de dingue, quoi. J'appelle la Fédération Française de Foot, je me fais passer pour le directeur de cabinet de Chirac. Et je dis voilà, Chirac veut absolument parler à l'équipe de France. Il me dit bah, il faut les appeler en Irlande. J'appelle, j'explique. Et il me dit ça va pas être possible parce que là ils sont en pleine concentration. S'ils perdent ce match, ils ne vont pas à la Coupe du Monde. C'est impossible de leur parler. Je dis bah, je vous passe le président. Donc je fais Chirac malade. Je dis allô, je voudrais parler à l'équipe de France. Et ça. Il me dit bah, c'est pas possible et tout. Je rappellerai dans 10 minutes. Et hop, je raccroche. 10 minutes après, je rappelle. Allô, c'est le président. Il dit oui, on va vous passer Raymond Domenech. Il passe Domenech. Allô, bonjour, comment allez-vous? Alors, il dit bah, écoutez, ça va, monsieur le président, c'est à vous qu'il faut demander ça. Comment... Je dis bah, je sais pas si je vais m'en sortir. Hein. Bah, nous, on est bien, l'équipe est concentrée. Et je dis alors, qui va jouer? Et il me donne à midi toute la composition de l'équipe du soir, ce qui normalement est confidentiel. Et il n'y avait pas Lilian Thuram. Alors je dis, et Thuram, il va pas jouer Thuram? Il fait non, monsieur le président, vous savez, il est blessé. Et j'ai dit, vraiment, il faut Thuram. Il me dit, bon, je vais vous laisser. Je dis, j'aimerais parler à Zinedine Zidane. Il dit, bah non, il dort, il se repose. Je rappelle dans des minutes. Pof, et je raccroche. 10 minutes après, je rappelle. Allô, c'est le président. Il me dit, oui, je vais vous passer Zinedine, n'inquiétez pas. Il me passe Zidane. Je fais, comment ça va? Il dit, ben, c'est vous, à vous qu'il faut demander ça. L'équipe va bien? Il fait, oui, l'équipe va bien, vraiment, on est bien et tout. Et Thuram, il va jouer Thuram? Il fait, ben, il devait pas jouer, mais là, je sais pas pourquoi. Et peut-être qu'il questionne qui joue. Est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Est-ce qu'au moment de la Marseillaise, qui est très décriée, vous pourriez la chanter et mettre la main sur le cœur? C'est ma dernière volonté. Je dis, ben, je vais le faire. Non, toute l'équipe. J'ai bon, eh ben, vive la France, hein. Hop, et je raccroche. Et là, je me dis, s'ils le font, c'est génial. Je téléphone aux Parisiens, un copain journaliste, je lui dis, écoute, j'ai fait un canular, je peux pas te dire ce que c'est, mais si ça marche, essaie de me réserver un petit entrefilet. Et le soir, j'étais chez des copains, et je dis, j'aimerais bien regarder un peu le match. Oui, c'était pas très football. Ils disent, ah bon, t'es sûr? Je dis, non, mais juste le début. Je vois mon Lilian Thuram qui arrive en short sur le terrain. Donc déjà, je trouve ça énorme. Et avant la Marseillaise, je vois Zidane qui fait le signe à tout le monde. La Marseillaise commence et ils se mettent tous la main sur le cœur. Dans les gradins, les supporters font pareil. Raymond Domenech sur le banc de touche, pareil, main sur le cœur.
Et les commentateurs disent « On n'a jamais vu ça en équipe de France !» Et Thuram a fait tout le match. Thuram a fait la passe à Thierry Henry, qui marque le but. Ils gagnent contre l'Irlande et c'est comme ça qu'ils vont à la Coupe du Monde. J'appelle le Parisien et je leur dis je vais vous faire écouter ce que j'ai fait et tout. Il me rappelle, il me fait écoute, c'est pas un entrefilé, c'est la une. Et donc le lendemain, j'étais à la une de tous les journaux et surtout des journaux télévisés. J'ai fait 79 journaux télévisés dans le monde en moins de 24 heures. Et Gérald, il jouait ça, mais à merveille. Donc c'était assez compliqué d'arriver à garder notre sérieux dans la conversation qu'on avait avec les personnalités, tout en se marrant, nous, comme des cons, quoi. Mais au départ, c'était juste deux potes qui se disent tiens, comment on pourrait se marrer, comme on l'a fait tous gamins en appelant des gens au téléphone. Quelquefois, si belle, ancien top moderne, qui serait pris un coup de pain, relooké au scalpin. Première dame, rôle suprême, première dame, ou quel dilemme. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Bonsoir. Je vous parle d'un temps. Charles Alzheimer. J'ai la maladie d'Aznavour. Ah oui, c'est ça, c'est... Je vous parle d'un temps que les moins de 90 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Gérald, il a une capacité incroyable à tenir les personnages sur la durée. C'est-à-dire qu'à un moment, il est plus dans l'imitation. Il est le personnage qu'il joue et il le respire. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même débit, il a presque plus le même rythme cardiaque, quoi. Moi, je le voyais se transformer et c'était plus le même gars que j'avais devant moi, quoi. Donc ça doit pas être facile au quotidien pour lui d'avoir autant de gens qui habitent à l'intérieur de lui. Parfois, ça fait rire mes copines qui me disent ça doit faire bizarre de pouvoir s'endormir le soir avec Patrick Bruel et se réveiller le matin avec Mr Bean. C'est vrai que ça peut faire bizarre. Mais en fait, je vis surtout avec une personne. Et puis après, le reste, c'est des masques qui prennent quelques minutes dans la journée. Il a une force énorme, c'est d'arriver à prendre la tête sans forcément accessoiriser des gens qui l'imitent. C'est top. Quand en plus on peut leur ressembler, c'est fantastique. Moi, de me dire que bon, si je fais un émode par exemple, alors on peut dire que je ne suis pas arrangée, hein, je suis au plus moche de ma personne. Mais quand je fais Carla Bruni, là je me sens tellement belle, tellement douce, tellement sexy. Et tu vois, quand j'ai fait Jane, oh, je sais pas à quoi je ressemble, mais j'ai l'impression d'être dans son tête, dans son os. Tu comprends? J'ai vu beaucoup d'imitateurs qui avaient du talent, hein, et qui faisaient du succès, mais qui étaient des imitateurs d'imitateurs. Mais des imitateurs créateurs de personnages, j'en ai vu très très peu. Et il n'est jamais dans la caricature, Gérald. Il est toujours très très proche du personnage. Il n'exagère pas les traits. Et c'est pour ça qu'on les reconnaît tout de suite. C'est-à-dire que moi, quand je regarde une vidéo de Gérald, j'ai pas besoin du son. J'ai pas besoin du son, je reconnais le personnage tout de suite. Le regard, le petit gimmick qu'il faut, et puis c'est parti. J'avoue, j'en ai bavé pas vous. Mon ami
Non, mais forcément. Je veux dire, si les politiques prennent la place des comiques, ça devient n'importe quoi. Écoutez bien, c'est énorme, Martine Aubry a dit ça. Elle a dit « La patience est une fleur qui fleurit en mai. » La jardinière du parti nous donne ses conseils d'horticulture. Voyez, on se demandait où étaient passés tous les socialistes depuis 10 ans. Ils étaient tous à Jardiland. Oh. Albert Dupontel. Oh putain. Ah, Dupontel, putain, j'ai bon. Enfin, Albert Dupontel, je vous préviens, c'est horrible. Vous voulez quand même? Eh ben, dites-le, Félias. Je suis très fier de ce qu'il fait sur ses spectacles. Je suis très fier aussi de ce qu'il fait sur le plan canular. Même si c'est controversé, je pense que c'est très bien. Il a toujours bousculé un petit peu les institutions depuis qu'il fait ses imitations. Ça n'a jamais été anodin. Il a toujours cherché à faire rire, mais aussi à faire réfléchir. Ouais, c'est sûr que ça n'a pas fait rire tout le monde, mais pour moi, franchement, c'est le plus doué de sa génération. Il a fait un choix de parcours, enfin un choix de sujet politique qui est courageux et compliqué. Enfin, c'est pas le plus fédérateur en fait. Je crois que beaucoup, je le vois même par rapport à Ruquier qui a pourtant m'a défendu pendant des années, qui me défend plus du tout. Beaucoup d'artistes pensent que mon procédé de canular est un peu déloyal. Et que voilà, diffuser une conversation au téléphone avec quelqu'un, ils pensent que c'est un vrai piège. Ça trahit un peu la confiance. Alors je pense que c'est ça aussi. Je sais parce que, par exemple, Pierre Palmade, que j'adore imiter, je me suis souvent servi de sa voix pour piéger des gens. J'ai fait piéger Nicolas Sarkozy notamment. Je sais que ça l'avait beaucoup embêté que, suite au canular, on découvre quelque part qu'il était plutôt copain avec Sarkozy. Il m'a dit oui, tu te rends pas compte, moi je voulais pas que ça se sache et tout ça. Je dis écoute, moi quand je suis des copains, je l'assume, même si j'ai pas les mêmes convictions, c'est pas grave. Bon, depuis, ça s'est arrangé. Pierre Palmade, au début, m'avait carrément envoyé du papier bleu, en me demandant de ne plus jamais l'imiter, que j'avais pas le droit de l'imiter. Donc moi, j'avais pris le papier et je l'ai donné aux Parisiens. Donc, j'ai dit, je fais ce que je veux de mon courrier, et donc il m'a pas fait de procès. Je me dis, parce que si jamais je laisse Pierre Palmade ne plus me permettre de l'imiter, tous les autres artistes vont le faire pareil. Et après, ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu un revers de médaille, ces canulars, quand même. Mais non, mais ils m'en veulent beaucoup. Ségolène Royal m'a fait 2 pages dans son livre. Elle était venue voir mon spectacle au Casino de Paris quand j'avais piégé Sarkozy. Elle avait adoré. Elle m'avait dit j'espère que vous ne me piégerez jamais. Je dis si vous vous présentez aux élections, je risque de vous piéger. Et donc je l'ai piégée. Et pas qu'un peu. Elle a perdu, je crois, 7 points dans les sondages avec l'affaire du Canada. Elle m'en a voulu. Elle a prétendu, même dans son livre, que j'avais certainement été un espion de Sarkozy. Enfin bon, ça avait été très loin. Parce que lui, Sarkozy, je l'avais piégé, mais il avait été très malin. Il avait récupéré le truc à tel point, comme il m'avait félicité en public, que beaucoup de gens pensaient que j'étais militant UMP. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle j'ai fait ensuite un spectacle sur lui, pour remettre un peu les pendules à l'heure. Et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle ensuite j'ai même carrément officiellement dit que je soutenais François Hollande, ce qui n'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais qui m'a encore valu d'autres inimitiés. Ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui de bien taper sur Hollande, parce qu'évidemment, comme beaucoup de gens, je suis déçu. Et puis parce que, bon, voilà, je crois que la gauche n'a jamais été aussi maladroite qu'en ce moment. Monsieur le Président, c'est de l'autre côté. De l'autre côté. Le changement. C'est pas pour maintenant. Moi, président de la République, avec mes petits poings musclés, je fais des gestes qui n'ont rien à voir avec ce que je dis.
Moi, président de la République. C'est toujours moi? C'est vous, ouais. Je vérifie quand même. On peut plus changer? Non, non, non. Pour combien de temps encore? Il reste 3 ans. Oh punaise. Oh, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. C'est beaucoup trop long. Pour vous aussi? Bonjour. Ce soir, au palace, j'aimerais pouvoir... Oh. Ça me manque. J'aimerais pouvoir vous dire à quel point je suis heureux. Alors quand je dis que je suis heureux, ça veut dire quoi? Eh ben je vais vous le dire. Ça veut dire que je suis content. Je suis content parce que c'est pas tous les jours que je me retrouve devant un public qui m'aime et qui m'écoute. J'aime bien qu'on m'écoute. Enfin, pas trop quand même. Hein. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la joie. Hein. Avec toutes les affaires qui tombent autour de moi, là, je sais pas ce qui se passe. Hein. Je pense que c'est un complot. Qu'est-ce que vous voulez que j'y peux? Parce que les juges, là, qu'est-ce qu'ils croient? Que je les voie pas? J'ai toujours été entouré beaucoup de femmes. Hein. C'est qu'il y avait ma grand-mère, ma mère, ma tante. Ensuite, j'ai eu une petite sœur, donc beaucoup de femmes. À chaque fois que Gérald a envie d'avoir des danseurs sur scène, bah, du coup, il fait appel à moi et c'est un plaisir de partager la scène avec quelqu'un de sa famille, en l'occurrence son grand frère. Willkommen, bienvenue, welcome to Sarcolone, la France d'après. Salut, c'est Patrick Sébastien. Ouais, c'est génial, vous allez voir, à Sarcolande, tout est magnifique. On a des numéros incroyables, vous allez voir. François Fillon, l'homme invisible, vous allez voir, c'est dingue. On voit rien, et pourtant, il est là. On a aussi notre transformiste, Roselyne Bachelot. Si on savait pas, on pensait vraiment que c'est une femme. On a aussi la sublime meneuse de revue Rachida Dati, la dada qu'on surnomme entre nous la valeuse de sabre. Et enfin, la femme canon. Mais celle-là, c'est le président qui se la garde pour lui. Alors attention, on va se mettre debout, on va faire la fête, on va se mettre une serviette sur la tête. Personnellement, moi j'adore. Et on va applaudir les pétasses qui se trémoussent, les Sarco Girls. Donc c'est très exaltant de partager la scène avec Gérald, sous l'œil bienveillant de notre maman en coulisses ou en tant que spectatrice. Elle nous donne toujours son avis, positif ou négatif, mais de toute façon c'est toujours positif, les critiques, ça nous permet d'avancer. Je suis très fière, mais je suis très fière de mes enfants aussi, bien de ma fille aussi, ils sont tous les deux artistes et j'en suis vraiment très fière. Oui. Je le connaissais en tant que showman, j'étais admirative évidemment. Il me faisait beaucoup rire, mais bon, je n'avais pas envisagé une belle aventure comme celle-ci, quoi. Au quotidien, ça peut être à la fois un clown et un angoissé. C'est beaucoup un clown, et en tout cas quelqu'un qui se pose aussi des questions. Et c'est cette dualité-là aussi qui le rend attachant. Mais c'est plutôt un clown, effectivement. Il était déjà papa de filles, donc ça sera la troisième petite fille, puisque c'est une fille encore. Ouais. On attend pour le mois de décembre. C'est la primeur, ça. Hein? Oui, c'est vrai, c'est un scoop. C'est un scoop. C'est déjà comment elle va s'appeler? On sait, mais on dit pas. C'est bien. C'est une surprise. C'est ça. Souvent, on me dit, mais pourquoi tu fais autant de galas? Mais c'est que, comme disait Martini, j'ai beaucoup d'enfants et ils bouffent les salauds. Donc ça coûte cher. Être sur scène pendant des années, tous les soirs, c'est vrai que d'abord c'est un peu une drogue quand on a fait du cabaret comme moi et qu'on est allé au charbon comme ça pendant des années. Si on n'y va plus, des fois on a l'impression que ça manque, on devient un peu accro, mais c'est vrai que quand, moi je le voyais au Casino de Paris, quand les gens sont debout et qu'on y retourne,
on se dit, est-ce que je vais y arriver encore? Est-ce que je vais avoir la même santé que j'ai depuis 20 ans Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller prouver quelque chose? Est-ce que j'ai... Alors, je pense qu'on a besoin toujours de se prouver quelque chose à soi-même. Mais l'imitation surtout en plus, c'est quand même quelque chose qui reste un peu enfantin. Donc je pense que le jour où je commencerai vraiment à faire vieux sur scène, je pense que je ferai plus d'imitation. C'est bien de garder son âme d'enfant, mais au bout d'un moment, c'est réaliser ses rêves d'enfant, c'est devenir adulte aussi. Et voilà, quand on est adulte, à un moment on a fait le tour, c'est sûr. J'en suis pas très loin d'ailleurs, je pense. Mais par contre, j'aime toujours ce métier et j'aime beaucoup la transmission. Alors je ne sais pas si ce sera mes enfants ou si ce sera d'autres artistes dont je m'occupe, parce que j'ai toujours aimé ça, manager un peu des gamins qui arrivent, et je me revois aussi à travers des jeunes qui arrivent, et j'aimerais bien soit avoir un lieu à moi, soit mettre en scène d'autres artistes. Le changement. Johnny Hallyday, c'était ah, du bon t'as j'ai bon. Alors quand je dis que je suis... Ça veut dire... Vous croyez que je suis arrivé là par hasard? Non mais forcément. Tu vois, comme ça. C'est les éditions. Le changement. Johnny Hallyday, c'était ah, du bon t'as j'ai bon. Alors quand je dis que je suis... Ça veut dire... Vous croyez que je suis arrivé là par hasard? Non mais forcément.